C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision. Bienvenue dans votre journal dont voici le sommaire. Guerre d'agression dans la région des Grands Lacs africains. Un espoir de désescalade se pointe à l'horizon. Un accord de paix entre la RDC et le Rwanda agresseur a été paraphé à Washington sous l'égide des États-Unis et du Qatar. Les regards sont tournés vers la capitale fédérale américaine où le grand rendez-vous de la signature est prévu pour le 27 juin, toujours à Washington. À la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta a achevé son premier mandat de 3 ans et ce vendredi 20 juin, les juges vont élire un nouveau président à la tête de la plus haute juridiction du pays. Une élection cruciale dans un contexte où la justice congolaise est appelée à jouer un rôle de plus en plus crucial dans la vie politique. Qui lui succédera à ce poste, c'est la grande inconnue de cette élection à huis clos. Et puis la journée mondiale de la drépanocytose, c'est aujourd'hui 19 juin. En RDC, la prise en charge de cette maladie héréditaire demeure préoccupante. Manque de dépistage, accès difficile aux soins. La capitale congolaise, avec environ 15 millions d'âmes, n'a qu'un seul hôpital spécialisé. C'est tout pour l'ossature, à présent le développement. Agression de la RDC par le Rwanda, un nouvel accord de paix a été paraphé le mercredi 18 juin par les équipes techniques de la RDC et du Rwanda à l'issue de négociations de 3 jours à Washington menées sous la médiation active des États-Unis et du Qatar. Ces pourparlers visent à désamorcer la crise sécuritaire dans l'est du pays dont une partie est occupée par l'armée rwandaise. Sauf changement de dernière minute, les négociations entre la République démocratique du Congo et son voisin le Rwanda seront sanctionnées par la signature d'un accord de paix à la fin du mois en cours sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Les négociateurs des deux pays sont arrivés à s'entendre sur le pacte de non-agression, de l'intangibilité des frontières de la République démocratique du Congo et l'échange d'informations sécuritaires. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda signera officiellement cet accord le 27 juin, courant en présence du secrétaire d'État américain Rubio. Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame pourront signer en présence du président américain Donald Trump au mois de juillet prochain. Concrètement, les équipes techniques de Kinshasa et de Kigali se sont mis d'accord sur le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement, l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité intégrant les CONOPS du 31 octobre 2024, la facilitation du retour des réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays, l'accès humanitaire et le cadre d'intégration économique régionale. Que comprendre exactement du draft du texte de l'accord paraphé le mercredi 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais? Cet accord signe-t-il réellement un tournant historique contre les groupes armés soutenus par les pays étrangers comme le Rwanda? Tentative de réponse dans ce récit de notre rédaction. L'accord paraphé à Washington aux États-Unis d'Amérique mercredi par les experts de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda, pays agresseur, comprend les dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques. Mais que signifie l'intégration conditionnelle? La question mérite bien d'être posée. Contrairement aux années de mixage anarchique et de brassage bâclé, l'intégration conditionnelle signifie une seule chose, passer par le programme national PDDRCS, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. Autrement dit, aucun groupe armé n'entrera avec armes, chef ou exigence au sein des forces armées. Et voici ce que redoutait déjà le M23 depuis quelques semaines. Le Qatar a fini par s'aligner sur les accords de Nairobi, ce qui a mis à nu leur isolement diplomatique. Ce qu'ils refusaient hier devient donc leur nouvelle réalité. L'Angola, via les accords de Luanda, va jouer un rôle central dans l'encadrement du désarmement du M23. Un officier supérieur angolais serait déjà à Kinshasa, selon nos sources, pour préparer le terrain. La feuille de route sécuritaire régionale
du 31 octobre 2024 pour laquelle Kagame avait refusé d'envoyer ses experts est désormais réactivée dans le cadre du nouveau mécanisme de coordination des sécurités. Cette fois, le Rwanda n'a plus un dernier mot dans ce contexte. Concernant le désarmement et la justice, il faut retenir qu'aucun criminel ne passera entre les mailles du filet. L'intégration dans l'armée se fera uniquement à titre individuel, volontaire, après vérification sans groupe, sans commandement et sans marchandage. Pas de brassage, pas de libération de prisonniers, pas de traitement des faveurs. Ceux qui résisteront au désarmement seront neutralisés tout simplement, sans état d'âme, avec le soutien actif du Black Warrior des États-Unis d'Amérique. Les temps ont changé, la diplomatie est désormais alignée sur la justice et la souveraineté du Congo démocratique. Le Congo ne veut plus ce simulacre de paix, il exige la loyauté et la reddition. Ceux qui ont misé sur la trahison réalisent désormais que la République n'a pas dit son dernier mot. Et le mercredi 18 juin 2025, le message est devenu très clair. C'est le temps du Congo que veut avancer tout simplement. Le nouveau et 4e président de la Cour constitutionnelle sera élu ce vendredi 20 juin par ses collègues au cours d'une plénière à huis clos. Cette élection marque ainsi la fin du mandat de 3 ans de Dieudonné Kamuleta, 3e président à la tête de cette juridiction. Dans le but de préserver son caractère secret, les candidatures ne sont pas dévoilées d'avance, elles seront déclarées séance tenante. Ce 19 juin est la journée mondiale de la drépanocytose. On estime environ 50 millions de personnes atteintes de cette maladie dans le monde. En RDC, la courbe reste inquiétante au regard du manque de la prise en charge suite aux difficultés des centres d'accueil, alors que seul Mabanga en reste un pour la ville de Kinshasa. Une situation qui exige une action des autorités pour renforcer une riposte efficace contre cette maladie des globules rouges. Suivez le député national Antoine Tabala, reçu sur nos antennes sur ce sujet. La particularité de la drépanocytose, c'est-à-dire, c'est qu'elle est génétique. Les parents transmettent leur patrimoine génétique aux enfants. Alors, elle est génétique, elle est aussi évitable. Je voudrais bien insister sur ces points. La meilleure façon de soigner, d'arrêter la drépanocytose dans notre pays, c'est promouvoir la prévention. Okay. Parce qu'il y a l'ignorance. Les moyens nécessaires serviraient à quoi? L'accès aux médicaments essentiels. Parce que nous avons des phases. Avant qu'on devienne drépanocytaire, mais il y a ceux-là qui le sont déjà, qu'il faut les secourir, ils sont en danger, ils souffrent. L'État doit mobiliser les moyens. Les moyens humains, c'est-à-dire la formation du personnel à la hauteur de cette préoccupation. Les moyens financiers pour mobiliser les vaccins, pour avoir les médicaments essentiels. Parce que quand vous voyez un enfant drépanocytaire pleurer toute la journée pendant les crises, ce n'est pas intéressant. Et vous savez, ici à Kinshasa, vous avez combien de centres qui s'occupent de la drépanocytose ici? Il n'y a que les centres Mabanga. Il va falloir former les personnels sur l'étendue du territoire national. Okay. Il va falloir développer les infrastructures sur l'étendue du territoire. Une cinquantaine des jeunes ont été investis comme ambassadeurs de la paix, un acte qui intervient à l'issue d'une formation de 3 jours avec les différents intervenants dans le domaine de la sécurité, notamment le commissariat urbain de la police nationale congolaise, le point avec Joël Balinda depuis l'Ituri.
fait, et ainsi de suite. Mais leur nombre est estimé à une cinquantaine de jeunes à provenance des différentes communes de la ville de Bunia. Ils ont été investis comme des ambassadeurs de la paix. En appui avec les autres partenaires du gouvernement congolais, les jeunes de la ville de Bunia se disent engagés pour soutenir tout effort visant la restauration de la paix. Ces jeunes ont été outillés sur les codes et les conduites sur la paix dans une région fragilisée. La province de l'Ituri est une province déchirée par les conflits armés. Et c'est important d'outiller les gens, de former les jeunes dans la culture de la paix. C'est pour cela que je pense que c'est très important pour l'Ituri, la province et la ville de Bunia et des jeunes ambassadeurs de la paix. La jeunesse sur la résolution et le désengagement. Donc ces jeunes doivent se faire dégager des ordres et des antivaleurs pour avoir un chemin qui peut les amener dans une bonne vie avec une bonne condition. Mais nous appelons aussi... Pour les commissariats urbains de la police nationale congolaise, les jeunes doivent être vecteurs de la paix dans la communauté à travers la collaboration étroite avec les services de sécurité, a dit Abel Mwangu Gérard, commandant ville. Les jeunes ont trouvé l'opportunité à ce qu'ils viennent, que je puisse échanger avec eux. Pour ceux d'entre eux qui ne comprenaient pas encore les contextes des polices et des proximités, il a fallu que je vienne expliquer. Parce que souvent, ils parlent du terme relations civilo-militaires. Ça, c'est approprié aux militaires. Mais notre approche au niveau de la police, c'est que nous appelons la police de proximité. La police de proximité, ce n'est pas une nouvelle police. C'est notre mode de fonctionnement au sein de la police nationale congolaise. Notons que les jeunes de la ville de Bunia et ceux de la province de l'Ituri en général sont les plus souvent instruments de la manipulation de par certaines personnes ayant des intérêts égoïstes. Face à la gestion catastrophique au sein de la CADECO, l'intersyndicale dénonce l'inaction de la hiérarchie de cet établissement public et en appelle à une implication du chef de l'État pour éviter le pire. La structure note le non-paiement des retraités, le non-respect de primes tel que repris dans la résolution gouvernementale lors des États généraux. Une situation qui plante le désordre au profit de quelques individus en interne, suivez leur déclaration. Le clientélisme à la CADECO. Il y a des gens qui touchent de double salaire à la CADECO. Des primes que les agents de la CADECO qui sont encore au premier palier de leur SMIC ne touchent pas. Mais il y a des gens qui touchent des primes de 350 $, qui ne travaillent pas. On a demandé de suspendre ce système de contrôle interne qui est catastrophique pour la CADECO, mais ça continue et les décisions du conseil d'administration ne sont pas appliquées. Les décisions que nous prenons en réunion mixte entre employeurs et l'intersyndicale ne sont jamais appliquées. Les retraités de la CADECO abandonnés à leur triste sort et il y a des gens qui se font payer par voie électronique, par l'argent des clients de la CADECO. Et au jour d'aujourd'hui, les agents et cadres de la CADECO travaillent dans le bunker, dans le cave, alors qu'il y a plus de 800 000 $ qui sont déboursés par l'argent de la CADECO pour les travaux de réhabilitation de l'immeuble de la CADECO. Il n'y a que des compartiments qui sont là-bas. Et nous en avons plaidé aux autorités pour mettre un terme à cette hémorragie. Mais ça semble trop durer. Et au jour d'aujourd'hui, la société Malcolm, qui fait les travaux là-bas, a demandé le crédit à la CADECO pour poursuivre les travaux. Et on fait payer par l'argent des clients la poursuite de ces travaux qui ne produisent rien pour la CADECO. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, les SMIC, les transports, les agents de la CADECO continuent à couper. On a augmenté de 2 fois de suite les transports, mais à la CADECO, les transports des agents n'ont pas bougé d'un centime. Et aujourd'hui, le Premier ministre Régis Siminois a signé le décret pour actualiser les SMIC, alors que c'est déjà 14 000 francs. Et au mois de janvier 2026, c'est céréales. 21 000 francs à la CADECO, c'est encore le premier palier de 7 080 $. Trop, c'est trop. Et les agents de la CADECO en ont marre. Nous allons devoir amorcer la procédure syndicale à ce moment. C'est pourquoi nous en appelons au président de la République, qui est la seule autorité à résoudre ce problème, parce que selon les informations à notre possession, c'est à la présidence de la République que ça bloque maintenant. À Kinshasa, les produits de première nécessité connaissent une augmentation sur le marché. Malgré la fin de la grève des chauffeurs poids lourds, farine, ciment et plusieurs autres produits ont doublé de prix. Cette situation impacte sérieusement le social de la population qui appelle les autorités compétentes à agir sans tarder. Ce constat a été fait par Tonine Zolameso. Malgré la levée de la mesure d'interdiction de circulation des camions poids lourds pendant la journée, le prix de plusieurs produits de première nécessité n'ont pas suivi le même rythme. Sur le marché, c'est les surchauffes, tout semble galopant.
Le cas de la farine de blé, principal élément de base pour la fabrication de pain et ses dérivés, la farine de maïs n'est pas en reste, comme l'expliquent certains vendeurs ambulants. Le secteur immobilier n'est pas aussi épargné. Plusieurs chantiers ont vu leurs travaux s'arrêter pour rareté du ciment. Les prix du sac de ciment, 50 kg, se négocient actuellement du prix habituel. Pour rappel, le gouvernement provincial avait en son temps arrêté quelques mesures de restriction de la liberté de circulation routière aux camions poids lourds pour lutter contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. Ces mesures ont quelque temps après été levées suite à leur incidence négative sur les sociales des citoyens. Sorti sur blessure lors de la dernière trêve internationale, le milieu congolais Théo Bongonda pourrait manquer les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Son club, le Spartak Moscou, a annoncé une convalescence de 3 mois, empêchant un retour immédiat sur les terrains. Bongonda risque ainsi de manquer le choc RDC-Sénégal prévu en septembre. La RDC, actuellement leader du groupe B avec 13 points, affrontera le Soudan du Sud le 1er septembre avant de recevoir le Sénégal le 8 septembre à Kinshasa. Ainsi s'achève cette livraison. Je vous rappelle ses principaux titres. Guerre d'agression dans la région des Grands Lacs africains. Un espoir de désescalade se pointe à l'horizon. Un accord de paix entre la RDC et le Rwanda agresseur a été paraphé à Washington sous l'égide des États-Unis et du Qatar. Les regards sont tournés vers la capitale fédérale américaine où le grand rendez-vous de la signature est prévu pour le 27 juin, toujours à Washington. À la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta a achevé son premier mandat de 3 ans et ce vendredi 20 juin, les juges vont élire un nouveau président à la tête de la plus haute juridiction du pays. Une élection cruciale dans un contexte où la justice congolaise est appelée à jouer un rôle de plus en plus central dans la vie politique. Qui lui succédera à ce poste, c'est de la grande inconnue de cette élection à huis clos. Et puis la journée mondiale de la drépanocytose, c'est aujourd'hui 19 juin en RDC. La prise en charge de cette maladie héréditaire demeure préoccupante, manque de dépistage, accès difficile aux soins. La capitale congolaise, avec environ 15 millions d'âmes, n'a qu'un seul hôpital spécialisé. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur votre chaîne de l'Unité nationale.